Pays sahélien avec environ 20 millions d'habitants, le Niger produit plusieurs minéraux, à savoir l'uranium exploité depuis plus de 40 ans par le géant du nucléaire français Areva, aujourd'hui Orano, l'or par le Canadien, puis l'État nigérien qui a racheté les actions et depuis 2012, producteur du pétrole dont la société chinoise CNPC détient la plus grande action. Ces différentes ressources minières sont exploitées dans les régions de Zander, Tillabéri, Agadez et Difa. Des régions dont les populations sont exposées à toutes les conséquences néfastes liées aux productions, la pollution de l'environnement et la radiation. Toutes ces ressources naturelles sont appelées à finir un jour. Une situation qui a conduit le pays à prévoir dans la Constitution la rétrocession des 15% des redevances minières qui seront versées aux régions minières et pétrolières. Malheureusement, ces redevances sont mal gérées et elles ne sont pas versées régulièrement. En tout cas, c'est ce qui ressort d'une étude menée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Selon les résultats de cette étude du ROTAB, depuis le début de l'exploitation et de la commercialisation, la région de Difa n'a bénéficié de ces redevances qu'à 2 reprises seulement. Au niveau de la région pétrolière, c'est-à-dire de Difa, pour la période 2015 à 2018, la Direction générale des impôts a perçu 10 222 760 904 francs CFA. Mais quand vous allez regarder, la DIFA n'a perçu que 1 160 000, qui ne correspond pas aux 15% dont DIFA devrait bénéficier. Vous êtes donc en droit de vous demander pourquoi ça. Si il y avait l'ITIE, nous pouvions rapidement pour autant savoir c'est quoi DIFA. La même année, nous allions pouvoir réclamer, dire voilà ce que le pétrole a amené cette année au Niger, voilà ce que DIFA devrait percevoir. Et le gouvernement serait obligé de s'exécuter et de le verser. Le versement irrégulier des redevances pétrolières dans la région de Difa est mal vu par les ressortissants de cette région. Notre commune, la commune urbaine de Difa, a bénéficié en tout cas de ces fonds en 2014 et 2018. Une étude a été menée où, en tout cas, la coordination régionale de ROTAB a mené des investigations au niveau de l'ensemble des communes. Elle a publié l'étude. Il ressort de cette étude que bien des communes ont failli dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, des fonds de rétrocession des pétroles 2014 et 2018. Et certaines communes ont eu des prouesses qui leur soient ainsi reconnues. Je pense que c'est aussi cette évaluation va permettre à l'ensemble des communes qui ont été défaillantes du point de vue, en tout cas de la gestion des fonds, vont se ressaisir et capitaliser et tirer les leçons. Réellement, on ne sent pas cette redevance au sein de la communauté. Rien ne prouve que cette redevance est allouée à cette région. Concrètement, si nous partons sur les actions sociales de base, que ce soit dans l'éducation, que ce soit à la santé, à l'agriculture ou à l'élevage, tout est délaissé au détriment des organismes non gouvernementaux. Raison pour les communes de se cacher derrière l'insécurité. Aujourd'hui, vous pouvez prendre des exemples. Est-ce qu'on sent même l'insertion des services décentralisés locaux dans la planification au niveau communal? Vraiment, on sent que les 15% ne sont pas alloués à cette région ou bien sont détournés dans d'autres ici. Selon l'enquête diligentée par la coordination régionale du ROTAB d'IFA, la région a bénéficié de ces redevances en 2014 et 2018. Cette région, depuis, n'a bénéficié que de 2 versements. Le premier versement, c'était en 2014. Le deuxième versement, c'est récemment, l'année dernière, en 2018. D'abord, ça a été réparti entre les 12 communes de la région. Ensuite, avec le conseil régional aussi. Donc, je ne suis pas à mesure de vous dire concrètement si ces fonds-là ont été investis dans les secteurs sociaux de base comme le stipule la loi, notamment la loi fondamentale qui est la Constitution.
puisque la Constitution dit que les recettes là qui sont issues de la vente de ces ressources doivent être investies en priorité dans les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture hydraulique. Mais malheureusement, je pense que pour la première tranche, il y a eu vraiment des dérives dans tous les cas parce que c'est constaté, même s'il n'y a pas de documents officiels qui l'attestent, même s'il n'y a pas d'inspection officielle qui l'approuvent. Nous avons vu des travers, mais que cela n'empêche, comme on le dit, il y a toujours des gens de bonne foi. Il y a vraiment certaines communes qui ont fait des efforts pour investir ces sommes-là dans les secteurs sociaux de base, notamment le secteur de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique. Ainsi, les 2 tranches de ces redevances versées aux communes de la région de Difa ont permis à certaines communes de faire quelques réalisations. C'est l'exemple de la commune de Kagamari dans le canton de Chetimari qui a construit un marché mixte de type moderne. Actuellement, nous sommes sur le site d'un marché mixte qui est financé par un projet. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le projet a demandé une participation pour la mairie. Maintenant, la mairie a payé cette quote-part-là, leur participation dans les 15% du pétrole. C'est pourquoi nous sommes ici pour visiter les sentiers qui est en cours de réalisation. Et ça, c'est une des réalisations de la commune rurale de Chetimari, donc dans laquelle nous sommes. Ici, c'est le marché et que ça fait partie des réalisations de la commune rurale de Chetimari, notamment dans l'amélioration des conditions de vie des populations par rapport à ces 15% que l'État leur retrocède. Donc ça, c'est au titre de redevance de l'année 2018. La commune de Chetimari, à environ 28 km à l'ouest de Difa, a aussi quelques investissements avec les redevances pétrolières. Voilà, ici, dans le chef-lieu de la commune, donc de la ville de Chetimari, il y a pas mal de réalisations qui ont été faites sur ces 15%-là. Nous sommes déjà devant un tracteur de la Caïma. Donc la Caïma a offert des tracteurs à toutes les communes du Niger. Au départ, c'était sous forme de prêt. Maintenant, ils ont remboursé cet argent-là à hauteur de 10 millions dans les 15% là des redevances pétrolières. En dehors de cela, le maire nous a notifié qu'ils ont aussi clôturé le siège même de la commune. Ils ont construit aussi une case de passage, d'ailleurs qu'ils ont transformée en une inspection parce qu'il y a une nouvelle inspection de l'enseignement primaire qui a été créée dans la commune et que cette inspection n'a pas de locaux. Donc actuellement, la case de passage qui a été construite sur ces 15% là, c'est elle qui abrite le local donc, de l'inspection primaire. Il y a aussi la maison du gardien qu'ils ont aussi construite, mais également il y a la maison du paysan. Dans la commune de Chetimari, les habitants sont des témoins que la commune a bénéficié de ces redevances. Cependant, les avis de la population divergent sur l'usage fait de cet argent. On a fait trop lenda, d'asanta. Pour comment fizona la dena. Aima royana ba. To mun ji labari an kawo dai. Mun ji labari an sa hanya na aiki. Irin wani gina ekol, wani likita, haka dai mun ji labari haka. To na ji labari ban gani ba dai. Harun da mena, interen joriya. Urumi ere maison du paysan da turo wuri dia manga awera, mairie da turo manga rera. To koro urumi chambre de passage da sama so turo wuri dia ngare tracteur turo wuri dia man sama sa awera. Turo wuri dia man bera. Koro na tare au bana gare karatan na ade zaro godiya ne. Aure na kin zufane na. Ade wallahi. Tout comme à Chetimari, à Ménès-Roi également, la population confirme que le département a bénéficié des revenus issus de la vente du pétrole nigérien. Mais les habitants de cette localité misent plus sur les arriérés avant de plaider en faveur du versement régulier des redevances dans le futur. Na fari dai wanda aka financer plus de 10 milliards wannan. Mais mun san muna da masani akan shi. Na fari farko kafin a zo 1 miliyar wani abu. Me lalle da fari muna ji mu shugabanni mu wanda muke community mai ne me alhamdulillah kudin da aka bara da fari a shine ma aka finance aka kulo cire wannan meri da ba haka ba take da moto man ka zo meri sai dai kai garin shi can baya dan sahara ka zo nan ga me yanzu kuma a cikin finance makin da aka baka talakawa sun gani yau meri nan muka zo ana karba mu da hannu biyu wani abu muka zo ma cikin meri duka ana muna na fari lalle gwamnati ta muna mun ga na fari me saura wanda ba su zo ba za mu ga laifin shugabanni ba abinda bai zo daga sama ba kenan ba za mu ga laifin yan kasa mu ba kenan ma da a ce a cikin setankin nan
Omen su kowane shekara ana badawa, in dai ba mu na zamu ce ba mu na. Mu da abin da muke jira muna so kowane matasa a ba su dan abin su da suke su yi sana'ansu don kada su je su shiga wani hanyar da bai da kyau. Rishin aiki shi yake jawo wannan masifofin duka, ko ba gaskiya bane. Mata gaskiya aiki muke so, ko na cikin gida ko haka da ayyuka dai haka. Ni ban ni da labarin komi wallahi. Akwai aikin da suka yi amma da sauran rana haka ba. Saboda wanda bai zo ba a baya kudin nan wanda ya kamata in ya zo muna fatan Allah ya kawo shi. In ya zo din muna bukatan abubuwa da yawa saboda likitan mu yanzu sosai muna da matsala. Magunguna sun mana karanci sosai. Shine dai abin da nake faɗi game da wannan abu. Wannan kudin da ake cewa ana fidda kuma me ba fidda ba an yi me amma akwai sauran har yanzu mu matasa akwai wanda mu ba mu da aiki. A cikin idan kudin nan suka fito a tallafa mana ba ma mu kadai ba zuwa gyaran gari zuwa likita da sauransu dai. Muna roƙon gwamnati da Allah ya duba mana ya duba matsalar mu ya duba kukan mu ya share mana hawaye. Je suis témoin puisque je vis beaucoup des infrastructures qui ont pu mener ici même dans la mairie aussi et ailleurs dans la rue on a pu faire beaucoup de choses quoi avec le 15%. Ainsi, dans la région de Difa, les collectivités territoriales totalisent 3 années d'arriérés. Il s'agit des exercices budgétaires de l'année 2015, 2016 et 2017. Au-delà de l'irrégularité dans le transfert de 15%, le montant versé aux communes sont insuffisants pour susciter le développement local tant souhaité. En tout cas, au niveau de la région, la population compte beaucoup sur ces redevances pétrolières. De ces 15%, nous, ce que nous attendons, en fait, c'est d'organiser en fait, des activités qui vont toucher directement la population, qui est les bénéficiaires. Donc, un peu investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures et l'agriculture. Aujourd'hui, pour une région qui est la région productrice, on ne sent pas qu'aujourd'hui il y a une redevance allouée à cette région. Raison de plus, si vous sortez aujourd'hui à 2 km de Difa, il y a des structures sanitaires fermées. Vous voyez que des écoles sont délaissées, des centres de santé non clôturés. Cette région bénéficie de redevances. À titre d'exemple, en 2018, il y a une redevance qui a été donnée pour cette région. Aucune justification donnée face à ces activités. Donc nous souhaitons à ce que nos maires, nos conseils municipaux nous rapprochent, nous la communauté, qu'on crée un cadre de concertation pour qu'ils prennent nos avis au moins et nos orientations en vue vraiment d'orienter ces fonds de 15% au bénéfice de la population. Il est important qu'un regard soit fait de par, n'est-ce pas, le contrôle citoyen de l'action gouvernementale, de l'action citoyenne au niveau des organisations de la société civile. Bien des gens ont rétorqué aux communes leur défaillance dans l'approche que lors des différentes, en tout cas, organisations de sessions communales, que les populations n'y participent pas. Je pense que, et je voudrais ici appeler l'ensemble de la population de prendre part aux sessions du conseil municipal pour observer ce qui se passe. Et cela témoigne du contrôle que la population est censée faire. Donc je pense que ça éviterait, n'est-ce pas, d'avoir des appréhensions par rapport à l'utilisation des fonds qui ont été planifiés. C'est un argent qui est déjà encadré par la loi. Avant même que ça ne vienne, la loi dit voilà là où on doit l'investir. Moi je pense que pour eux-mêmes, pour leur propre sécurité, ils doivent l'investir là où la loi a orienté ces sommes-là. Moi je pense que c'est ça d'abord ce que je tiens à dire au niveau de ces collectivités, mais également plaider au niveau du gouvernement pour que le gouvernement rétrocède régulièrement ces montants-là, parce que, comme je l'ai dit, depuis 2012, la région de Difa a bénéficié qu'à 2 reprises. Cela veut dire qu'il y a un énorme arriéré de beaucoup d'années qui restent. Il faut qu'ils militent ou ils travaillent à ce qu'ils recourent vraiment leur argent pour qu'ils puissent développer leur population, pour qu'ils puissent faire le bonheur de leur population à travers ces sommes-là. Tilaberi, cette localité située à 100 kilomètres à l'est de Niamey, la capitale. Dans cette région, c'est l'or qui est exploité durant des années. Selon l'étude du ROTAB, en 2012,
Les 46 collectivités territoriales de la région de Tillabéri se sont partagées 82 119 910 francs CFA pour l'exploitation de l'or. La redistribution de ces 15% se fait comme du dispatch de gâteaux par commune. Les gens viennent ici, chacun prend ses sous pour rentrer dans sa commune. Au lieu de faire une réalisation physique pour toute la région et que toute la région peut bénéficier, non, c'est des classes ou des paillotes qu'il faut faire avec, et 2 ou 3 ans après, on ne peut plus montrer les traces. Le deuxième aspect, c'est le temps pendant lequel nous n'avons pas bénéficié de ces 15%. De 2013 à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu les 15%. Et cela est dû aussi à notre faute parce que nous n'avons pas réclamé. Et je pense que nous allons nous concerter pour voir comment faire rentrer la région de Tillabéri vraiment dans ses droits par rapport aux 15%. Ça fait des années qu'on extrait l'or vers Koma Bongo, mais force est de constater que la population ne profite pas de l'exploitation, en tout cas de ces ressources minières. Quand on prend les services sociaux de base, dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, l'école ne fonctionne pas. En tout cas, on peut dire que tout est dans le rouge, on ne profite pas. Concrètement, les 15% ne sont pas rétrocédés. D'abord, dès au niveau de décaissement du trésor, ce n'est pas tous les 15% qui sont rétrocédés. Et au niveau du partage, il y a, en tout cas nous, les investigations que nous avons faites au niveau local, au niveau régional, nous avons constaté que dans les 15%, si on fait les 100% de ces 15%, 20% vont directement encore aux grands décideurs qui ne sont pas pris en charge, qui ne sont pas pris en compte par la loi. Donc concrètement, les mairies, les communautés, les collectivités ne bénéficient pas de ces 15%-là. Et ceux qui sont encore rentrés dans les caisses des collectivités sont aussi mal gérés. Ils ne sont pas directement destinés aux bénéficiaires qui est la population qui en subissent. Regardez aujourd'hui la ville de Tillabéri. Si ce n'est pas Tillabéri Tchandalola, nous voulons beaucoup d'investissements dans la ville. Donc en ce qui concerne les 15%, vraiment c'est minime. Ils n'arrivent pas à verser tous les 15%. Et concernant les investissements, vraiment ils n'ont qu'à tout faire pour eux aussi. Au niveau de la région de Tillabéri, la population est unanime. La somme rétrocédée à la région est très insignifiante, car elle ne permet pas de faire des investissements pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est le cas à Saï. On avait bénéficié de ça, mais ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on n'en bénéficie plus. Je ne sais pas pourquoi. Ça nous a permis de faire des investissements dans la ville. On avait fait des caniveaux avant. On avait aussi remblayé donc, les artères qui étaient impraticables à une période d'hivernage. Et on avait fait d'installations d'eau au niveau des lotissements qu'on avait eu à faire dans les années 2014. Parce qu'au-delà de 2014, on n'a plus reçu de services. On avait légèrement toujours sur des arriérés. On dit que c'est des arriérés. On ne sait pas pourquoi on a accumulé de tels nombres. Comme déjà on rétrocède au niveau de l'État, on ne sait pas pourquoi l'État fait en sorte que les communes ne sont pas de leur droit. On sait que le droit là, ça ne se donne pas, ça s'arrache. On va essayer, avec la mobilisation de la population qui est autour de nous, parce que la mairie ne peut pas se mobiliser pour chercher ce droit. Donc la population devant et la commune derrière, on va essayer de faire des mouvements pour savoir qu'est-ce qu'il va faire et comment faire pour éliminer. À Saï, justement, la cité historique, la population tient beaucoup sur les redevances minières, gage d'une amélioration de leur cadre de vie. Ces financements-là sont mal utilisés au niveau des communes. Quand vous prenez par exemple notre commune, depuis l'avènement de ces financements, rien n'a été financé de concret pour participer vraiment au développement de la commune. Je n'ai pas vu quelque chose de bien qui a été fait et je pense qu'à l'avenir, il faudra donc créer une agence d'audit par rapport à ces gestions-là. Parce que quand vous prenez le cas de Saï, le dernier financement leur a permis de payer donc un véhicule V6, donc un véhicule 4x4, qui d'abord consomme beaucoup plus que les autres. Donc on n'en a même pas besoin. Donc ils ont payé ce véhicule pour une commune qui a déjà des problèmes, qui peine déjà à payer même ses salariés, à fonctionner même. Donc vraiment ça c'est une mauvaise chose. Effectivement la commune urbaine de Saï en bénéficie, mais il faut le souligner au passage que c'est insignifiant. Malgré tout la commune quand même arrive à faire quelques réalisations dont nous pouvons citer au passage des classes
des classes qui ont été construites par fonds propres de la mairie. Je pense que tout cela, c'est grâce à ces redevances et autres ressources de la mairie qu'elle a quand même aujourd'hui la force de faire ces réalisations. Mais c'est vraiment insignifiant parce que quand on prend ces 10 dernières années, la mairie quand même n'a pas bénéficié de ces redevances. Et cela, c'est vraiment un problème. C'est pourquoi ces derniers temps, en tout cas, la force d'intervention de la mairie est vraiment réduite sur le terrain. Dans la région de Tillabéri, la population exprime le vœu de voir leur région bénéficier davantage des redevances minières proportionnellement aux conséquences liées à l'exploitation de l'or. Des redevances à investir au profit des générations futures. Nous voulons vraiment qu'il y ait une redistribution des ressources parce que ça appartient à tout le monde. Nous voulons que l'État essaie de revendiquer ça au niveau des compagnies, peut-être parce que la responsabilité elle est située à plusieurs niveaux. Souvent, il y a les compagnies qui ne versent pas ça. Souvent, les compagnies versent, mais il y a une rétention au niveau de l'administration centrale qui ne verse pas ça aux communes. Donc, nous voulons que ça se passe vraiment de manière transparente. Ça, c'est notre souhait le plus absolu. Ce que nous sommes en train de faire et nous continuerons de faire, c'est la mobilisation et l'éveil citoyen. Nous avons des caravanes, nous avons des clubs d'éveil que nous avons mis dans toutes les communes, dans presque tous les villages, que nous sillonnons de temps à autre pour qu'il y ait cet éveil citoyen, ce contrôle citoyen. Parce que seul ce contrôle citoyen, cette mobilisation citoyenne peut permettre à la population, à la communauté d'en bénéficier réellement de ses droits les plus absolus. Nous souhaiterons à ceux qu'on prend en tâche avec les jeunes pour les sensibiliser, savoir comment mener nos luttes, afin que ces investissements soient faits de la clairvoyance. Nous voulons que vraiment ces redevances soient véritablement distribuées pour permettre en tout cas à notre commune qui est dotée de conseillers qui vraiment ont l'ambition effectivement de faire beaucoup de choses pour la commune urbaine de Saï. Parce que nous sommes persuadés que si ces redevances sont utilisées comme on le souhaite, nous pensons que cette mairie sera à mesure de faire la fierté de cette ville historique, la ville de Saï. Si les régions de Difa, Agadez et Tillabéri ont bénéficié de 15% de redevances minières et pétrolières, par contre, ce n'est pas le cas pour la région de Zender, qui figure désormais sur la liste des régions concernées par la rétrocession de 15% depuis l'adoption de la loi 2014-11 du 16 avril 2014 portant code pétrolier. Cependant, force est de constater que jusqu'en 2019, Zender n'a pas encore bénéficié de cette rétrocession. Et pourtant, de 2014 à 2018, selon le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger, la Direction générale des impôts a réalisé une recette de près de 80 milliards de francs CFA. Les 15% de ce montant, soit environ 12 milliards de francs CFA qui devraient être alloués à la région de Zender en 5 ans, n'ont pas été transférés. Les régions d'exploitation souffrent de l'exploitation. Et ce sont des ressources qui vont finir. Dans quelques années, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'uranium, il n'y aura plus d'or. Et qu'est-ce que ces régions-là auront pour pouvoir montrer qu'on avait exploité du pétrole, on avait raffiné du pétrole à Zender et qu'on a pu construire ce centre de santé, on a pu construire cette route, on a pu faire de telles réalisations avec les ressources rétrocédées, notamment les 15%. Voilà ce qui nous a amené, en même temps qu'il y a une loi, mais le gouvernement refuse de s'exécuter dans l'application de cette loi pour mettre ces communes dans leurs droits. Et on s'est dit de faire cette étude et de montrer au gouvernement qu'il y a cette injustice. Et cette injustice, vous l'avez vu, c'est aussi par région. Des régions qui n'ont jamais perçu et des régions qui en ont perçu des miettes. Il faut qu'on s'engage donc en tant que nous, société civile, pour accompagner ces élus à pouvoir arracher les droits. Les maires n'ont pas d'autres ressources et d'autres recettes que ça. Parce que c'est avec ça seulement qu'ils peuvent faire des réalisations dans nos communes. De 2014 à 2019, la région des Zender attend toujours sa part dans la manne pétrolière. Il faut souligner que le pétrole nigérien est exploité dans la région de Difa et raffiné dans la région des Zender. Cette dernière
subit visiblement plus de conséquences environnementales que Difa. L'argent rétrocédé permettrait donc à la région des Zender de faire des réalisations au profit de la population. Le problème qui se pose pour la région des Zender, c'est qu'à Difa, certes, on exploite, mais on ne transforme pas. Ça veut dire qu'au niveau de Difa, les gens ne voient même pas la couleur du pétrole. Et il n'y a même pas de dégâts sur l'écosystème, autant en tout cas qu'au niveau de la région des Zender. Ici, on transforme le raffinage, c'est-à-dire il y a la pollution de l'air. Il y a, même au niveau de la nappe phréatique, les dépôts après ce traitement-là, et qu'il y a le danger pour les populations, pour le cheptel, n'est-ce pas? Et c'est tout ça qui fait que, quelque part, il faut allouer une certaine somme pour permettre, n'est-ce pas, à ces régions-là, effectivement, de faire face à effectivement, ce genre de situation. Voilà le problème. Mais chaque fois, quand on évoque le problème, les gens sont allergiques à cela. Mais pourquoi bon sang? Depuis 2014 que la loi a été votée, la région des Zender n'a pas bénéficié. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Cependant, l'argent rétrocédé tarde à être versé, ce qui suscite beaucoup d'interrogations au sein de la population du Damagaram. Par rapport au combat que nous sommes en train de mener, et par rapport à cette redevance minière, pétrolière, ce n'est pas un combat individuel, mais il est collectif. Qu'est-ce qui a pu bloquer jusqu'ici, malgré que le combat que vous avez fait, monsieur le maire, en 2014, pour que ça soit voté, ça a été voté. Mais pourquoi la mise en application jusque-là n'est pas du tout concrète? Donc on ne voit rien, ça veut dire que le combat continue. Et c'est un débat ou un cri de cœur que chaque jour que Dieu fait, si nous trouvons l'occasion, on fait parler de cette question. Voilà, le ROTAB a décidé aujourd'hui, encore une fois de plus, de mettre sur la table devant tout le monde ce débat, et ça va faire en sorte que l'opinion nationale et internationale comprenne que jusqu'à présent, il y a une injustice qui n'est pas réparée, surtout sur la région des Zender. La question de cette rétrocession, c'est une injustice que vraiment moi je ne sais même pas comment la qualifier, puisque les textes ont été votés à l'Assemblée par les représentants de la nation, et maintenant c'est la mise en application qui fait défaut. Là vraiment il y a péril à la demeure. Cela doit interpeller toute la population des Zender, mais aussi les leaders, les élus locaux, les organisations de la société civile. Donc c'est à nous de nous mobiliser pour faire en sorte que ces droits qui nous reviennent des droits nous soient octroyés. Il faut vraiment écarter tout sentiment. Il faut écarter toute position politique. Il faut que tous les acteurs et toutes les composantes de la population des Zender y participent. C'est une question d'intérêt général, c'est une question de la région des Zender. Donc ce n'est pas une question de l'opposition ou bien de la majorité ou bien des organisations de la société civile. Il faut une action commune, une action qui doit normalement regrouper les organisations de la société civile, les politiciens, les élus locaux, les parlementaires de toutes les régions que cette question est concernée. C'est ma recommandation pour mener, pourquoi pas chaque mois, des manifestations dans les différentes régions. Ici à Zender, chaque fin de mois, organiser ces manifestations-là pour que la population aussi puisse comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est cette question, il vaut mieux agir, je pense, que de laisser faire et rester le bras croisé. Il faut travailler un peu sur l'égoïsme des gens, faire savoir à la population que cette question, en tout cas, c'est l'intérêt de tout le monde et c'est dans l'intérêt même des générations à venir, puisque, en tout cas, le peuple qui ferme les yeux devant une injustice, ce peuple devient mûr pour l'esclavage. Et l'esclavage, ce n'est pas pour 1 an, 2 ans, c'est pour des années, des centaines d'années, etc., etc. Moi, je dirais que, en tout cas, on ne doit pas fermer les yeux, subir ce que l'exécutif nigérien est en train de subir de la part de la France.
Le blocage des versements de 15% de la rétrocession à Zender préoccupe les autorités régionales qui attendent impatiemment que la région soit mise dans ses droits. Chaque fois, j'ai interpellé par le président de l'AMN, l'association des municipalités du Niger. Qu'est-ce que l'AMN, en tant qu'organisation, est en train de faire pour la région de Zender? Pourtant, nous payons. Voilà un problème que nous avons. Nous le soumettons chaque fois et jusqu'à présent, rien n'est fait. Il y a des non-dits dans cette affaire. Je dis bien, et je le répète, changeons de méthode d'approche, changeons de stratégie, soyons intelligents pour essayer d'obtenir ce qu'on veut obtenir. C'est ça le plus important. Mais quand on transforme le problème, on glisse sur un autre terrain, il est très difficile de lui trouver une solution. Mettons de côté toutes nos appartenances, qu'elles soient politiques, syndicales, tout ça là. Mettons-nous tout simplement dans une robe, celle de notre région, et comment faire en sorte que notre région rentre dans ses droits. En diligentant cette étude, le ROTAB voudrait voir clair sur la gestion, mais aussi sur l'effectivité de la rétrocession de 15% des transferts aux collectivités territoriales des régions concernées pour atténuer les effets néfastes dus à l'exploitation des ressources naturelles. Même les 15%, la loi a été claire par rapport aux dépenses de 15%. Acheter un véhicule ne fait pas partie de la rétrocession. Les 15% doivent aller dans les secteurs sociaux de base. Est-ce que c'est pourtant que quand l'enfant de l'opposant va aller au dispensaire, s'il y a des produits, on va refuser de lui injecter ça? Est-ce que parce que c'est ça, l'enfant du politicien au pouvoir va aller, on va dire non, ton père a de l'argent, on ne te vaccine pas? Non. Eh bien, c'est cela que nous devrons comprendre. Mettons la politique de côté, pensons à notre pays. Notre pays souffre. Notre pays souffre. Non pas parce que nous n'avons pas les moyens, mais parce qu'il y a une mauvaise gestion des ressources et une mauvaise répartition des ressources de la population. Au Niger, la rétrocession de 15% des redevances minières et pétrolières est encadrée par les textes législatifs. Dans son enquête, le ROTAB a relevé la violation de ces textes dans le transfert de 15% de redevances aux régions concernées. L'étude a fait ressortir que le transfert de 15% de redevances minières et pétrolières de l'État, du budget de l'État vers le budget des collectivités territoriales n'a jamais été effectif et il n'a jamais été régulé. Vous allez voir pour le cas des redevances minières, depuis 2007 jusqu'à 2018, l'État n'a jamais transféré de façon régulière et de façon effective la totalité des redevances minières qui revient aux régions d'exploitation iranifère et aurifère. Vous allez voir, l'État, souvent, il transfère avec des retards. Et même s'il transfère avec des retards, ce n'est pas la totalité du montant qu'il aurait dû transférer. Donc, vraiment, le premier constat, c'est que ce transfert est irrégulier et puis il n'est jamais effectif. Maintenant, le deuxième constat, c'est que le montant transféré aussi ne permet pas un développement local, ne permet pas de susciter vraiment un développement au niveau de ces localités. Parce que l'objectif de ce transfert de rétrocession, de transfert de fonds, c'est de susciter d'abord un développement au niveau local, au niveau des collectivités territoriales des régions concernées. Ensuite, c'est de permettre aux collectivités territoriales des régions concernées vraiment d'atténuer les aspects négatifs qui résultent vraiment de l'exploitation des industries extractives. Mais vous allez voir, vraiment, il n'en est rien. Les montants n'ont suscité aucun développement et jusque-là, ça n'a pas permis d'atténuer vraiment les effets néfastes dus à l'exploitation vraiment minière. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment troublant et ça nous permet aussi de conclure que l'État n'a jamais respecté les textes qui sont relatifs à la rétrocession minière. Vous allez voir, l'État est en train de prendre au niveau des compagnies. Parce que chaque année, les compagnies, elles versent, elles payent. Mais c'est la rétrocession qui pose problème. Ce que l'État a pris, normalement, il doit rétrocéder 15% de ces recettes-là aux collectivités des régions concernées. L'État a pris, mais lui, il n'a pas rétrocédé. Vous voyez, donc c'est vraiment, ce n'est pas normal, c'est vraiment choquant à la limite. Et le cas des Zender est un cas particulier, parce que ça concerne les redevances pétrolières. Au début, le code pétrolier ne prenait pas en compte l'aspect transformation. Le code pétrolier donne droit aux régions d'exploitation pétrolière. Donc, qui dit exploitation pétrolière dit la région de Difa. Alors qu'à l'évidence, la région des Anders subit plus les effets néfastes de l'exploitation que la région de Difa. Parce que c'est là-bas que le raffinage se fait.
Donc, suite aux activités de raffinage, on constate vraiment beaucoup de dégradation des terres, les dégradations d'écosystèmes, la nappe phréatique qui est impactée aussi. Mais la loi était muette au début. Mais vraiment, à partir de 2014, suite à un plaidoyer à El Lovin, fort des parlementaires et des ressortissants de la région des Anders, le code pétrolier a été modifié et prend désormais en compte l'aspect transformation. Donc la région des Anders aussi a dorénavant droit à la rétrocession minière de 15% des redevances pétrolières. Mais jusque-là, ils n'ont jamais bénéficié. Depuis 2014-2017, bon, vous voyez, jusque-là, ça n'a pas été effectif. Mais maintenant, ils ont droit. À l'évidence des faits, la région des Anders n'a jamais bénéficié d'aucun franc pour vraiment susciter ces développements-là. Outre l'étude sur la redevance minière et pétrolière, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAP Niger a entrepris une caravane de vulgarisation de nouvelles normes ITUE. Cette caravane qui a sillonné les 8 régions du Niger a porté sur le thème « Vulgariser la norme ITUE, c'est promouvoir la transparence dans les industries extractives et garantir des ressources financières pour investir dans les secteurs sociaux de base ». À Difa, Agadez, Zender, Tawa, Tillabéri et Dosso, c'est le même thème qui a été développé par le coordonnateur exécutif du ROTAP. C'est parti d'un rapport de Global Witness, une ONG internationale, qui montre qu'il y a un flou important dans la gestion des ressources naturelles du sous-sol. Il y a eu des exemples où des centaines de milliards étaient logés dans d'autres banques et ailleurs du Nigeria. Et c'était ce rapport qui a permis de lever le voile et permis au Nigeria, au gouvernement nigérien, de récupérer leur argent. Donc là, les États, à travers les pays qui exploitent, à travers Tony Blair, a dit nous allions publier. Donc quand la société civile demandait publier ce que vous payez, nous on va publier ce qu'on verse aux États. Il y a eu Obasanjo qui a dit nous aussi, les pays africains, on va publier ce que ces compagnies-là nous payent. Donc vous avez donc le processus, c'est que les États publient les paiements des compagnies et les compagnies aussi publient ce que les États versent aux États. Et là, on fait la réconciliation des chiffres pour voir est-ce que c'est conforme, pour voir est-ce que ce sont les mêmes chiffres, s'il n'y a pas de différence. Même au Niger, on a l'habitude d'assister à des différences sur les rapports. Des fois, ce qui s'explique par le versement sur N-1 ou bien N+1, c'est-à-dire que les impôts de 2019 qui sont versés ont été perçus en avance par l'État du Niger en 2018, ou bien que les impôts de 2018 soient payés en 2020 ou bien 2019. Donc vous voyez, il va y avoir des chevauchements sur les paiements. Ou bien même que de l'argent se perde, que les compagnies versent des montants qui n'ont jamais été considérés par les États. Et c'est à un moment, voilà un peu seulement le principe. Mais nous, en tant que société civile, c'est ce qu'on fait. Donc, à partir des chiffres, on va au-delà de ces chiffres. Nous, on essaie d'aller donc comprendre où part l'argent, mais qui ne concerne pas le processus en tant que tel. Donc, et à partir de 2019, la norme a été révisée pour aller même dans la transparence des contrats, qui devient maintenant une obligation. Au-delà des chiffres, les pays doivent publier encore les contrats signés avec les compagnies pour qu'on regarde effectivement est-ce que c'est conforme aux lois et règlements des pays. Au Niger, vous avez entendu, on a eu des problèmes en 2017. Le gouvernement, sur la base du rapport de validation, le gouvernement nigérien a été suspendu. Et le gouvernement s'est fâché et il s'est retiré du processus. C'est 23 mesures qui ont été reprochées au gouvernement nigérien. Sur ces 23 mesures, il n'y a qu'une seule mesure qui concerne l'espace civique. Et vous avez entendu, des ministres sont même partis au Parlement pour dire que c'est la société civile qui est partie comploter pour qu'on suspende le Niger. Et sur 23 mesures, une seule mesure ne concerne la société civile. Et les gens sont conscients qu'on n'avait pas travaillé. Mais
il y a eu quand même une certaine élévation d'esprit. Des cadres du gouvernement ont travaillé pour comprendre effectivement pourquoi le Niger a été suspendu. Aujourd'hui au Niger, on a même l'ITIE pour nous, c'est juste un outil. Si on respecte nos lois et règlements, on a même dépassé l'ITIE. La constitution nigérienne dit qu'il faut publier les contrats, les chiffres dans le journal officiel de la République du Niger, désagrégé société par société. La constitution nigérienne dit qu'il faut publier les contrats. La constitution nigérienne dit que même l'argent doit être dépensé dans les secteurs prioritaires de base et l'emploi aussi réservé aux nationaux. Donc, vous voyez, même notre constitution nous donne des arguments, nous donne des possibilités d'exiger de l'État de respecter la norme ITIE. Il ressort des échanges fructueux avec les populations des localités visitées que dans toutes les régions, les participants aux conférences publiques ont relevé le manque de transparence dans la gestion des ressources minières et pétrolières exploitées au Niger. Et au Niger, vraiment, sans me tromper, il y a un manque de transparence et surtout les industries extractives au Niger. En commençant par l'uranium, on connaît, même si d'aucuns nous disent que ça n'a aucune valeur. Nous, on sait que la valeur de l'uranium et ce que ça peut engendrer quand tu touches l'uranium au Niger. Et le pétrole, depuis qu'on a commencé, moi je ne peux pas te dire quel est l'apport du pétrole dans le budget et quel est l'apport du pétrole pour la population nigérienne. Moi je ne peux pas te dire ça, sincèrement. Donc on ne peut pas nous dire qu'il y a transparence. Tout citoyen nigérien vraiment devrait avoir un éclaircissement assez important vraiment de cette initiative ITIE. Parce que c'est quelque chose qui cadre et qui concerne vraiment les ressources minières du Niger. C'est une initiative qui est en train de sensibiliser le peuple, la population nigérienne, de mettre les yeux sur ce qui se passe. Vraiment, il n'y a aucune transparence vraiment dans tout ce qui se passe. Parce que s'il y a une transparence dans la gestion, vraiment que certaines choses ne vont pas se produire. On a beaucoup de zones d'ombre relatives à l'extraction minière. En tant que Nigérien, je dirais que jusqu'à présent, moi, je ne ressens pas la présence des ressources minières au Niger. Je dirais qu'on a l'uranium, mais jusqu'à présent, on paye de l'électricité avec le Nigeria. Vraiment, moi, je dis que nos ressources, en toute sincérité, nos ressources sont mal gérées. Là, c'est une réalité nigérienne. Tout le monde le sait. On peut prendre l'exemple d'Agadez, le véritable site minier, si on peut le dire par excellence. Qu'est-ce qu'elle a acquis de toutes ces années d'exploitation? Qu'est-ce qu'elle a? Donc c'est pour vous dire qu'en termes très simples, nous, en tant que Nigériens, on ne ressent pas vraiment les retombées de nos ressources minières. Cette caravane de vulgarisation de la nouvelle norme ITIE et l'étude sur les 15% de la rétrocession ont été menées grâce à l'appui de l'ONG Oxfam, partenaire du ROTAB. Le combat est en train de prendre forme avec l'implication des différentes couches sociales. Donc la finalisation du code minier de l'UEMOA, nous pensons que ça va être une occasion vraiment de relancer véritablement le débat. Et ce code minier, en fait, si la CEDEAO a jugé utile d'avoir un code minier commun, c'est pour que le combat que la CEDEAO compte faire soit un combat qui se fasse dans la loi, parce que ce code-là, c'est une synthèse de l'ensemble des codes miniers des pays membres de l'UEMOA. Ce qui fait que sa finalisation a été difficile. Il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu des rencontres à Abuja, il y a eu une rencontre à Niamey. Finalement, nous avions pu finir ce code minier-là avec la rencontre d'Abuja. Alors, maintenant le problème, au niveau de la CEDEAO, il n'y a plus de problème de loi parce que le code est adopté. Maintenant, il faut que nous ayons un instrument juridique qui puisse faire pression sur les pays, sur les gouvernants, pour que cette loi-là soit appliquée. Puisque nous avons des lois qui sont suffisamment étoffées pour ça. Et qu'il se trouve que ces lois-là ne sont pas respectées. Et il se trouve de l'autre côté aussi que les industries extractives sont pratiquement les seules sources de revenus pour les pays africains qui en avons suffisamment.
Donc, l'essentiel maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de faire en sorte que cette loi-là, qui a été adoptée par tous les pays, soit véritablement respectée. Et le problème, c'est que jusqu'à ce jour-là, ni le MOA, ni la CEDEAO n'a les moyens, en tout cas policiers ou juridiques, de faire pression sur les États pour que cette loi-là soit respectée par l'ensemble des pays signataires qui ont pourtant signé. Donc nous espérons qu'avec l'implication de l'ensemble des couches sociales, la gouvernance des industries extractives pourra être une réalité. Le problème, c'est quoi? C'est tout simplement un problème de gouvernance. Donc s'il y a une bonne gouvernance, ça veut dire que toutes les lois qui ont été signées par l'ensemble des États membres de l'Union et de la CEDEAO qui concernent les industries extractives, ça veut dire que ces lois-là vont être appliquées. L'essentiel n'est pas d'avoir une loi bien faite, mais c'est de la respecter. Pour le cas, par exemple, de la restriction des 15% des ressources, c'est propre au Niger. Chaque pays a son taux de rétrocession. C'est très beau que le Niger ait accepté de rétrocéder 15% des ressources, mais malheureusement, dans les faits, ce n'est pas cela. Quand vous prenez le cas de la Guinée c'est seulement 1%, mais c'est effectif. Et il y a des effets. On voit le local content, on voit le développement local, on voit l'implication de la société civile. Si nous voudrons que ce combat arrive, il faudra que nous tous nous serrions la ceinture, parce que vous savez que c'est un domaine par rapport auquel les autorités sont très sensibles, c'est tout à fait normal, puisque là, il s'agit des questions de ressources. Pour qu'il y ait plus de transparence dans les industries extractives et le respect des engagements dans la rétrocession des 15% des redevances pétrolières et minières au Niger, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger recommande la mise en place d'un cadre d'échange regroupant tous les acteurs locaux et nationaux concernés par les questions des industries extractives au Niger.